on va pas me croire, évidemment, Ouais. il était très présent parce que cet adolescent, c'était un peu la star de la famille. Au-delà de la trahison, il y a eu une désillusion du parent dont j'aurais eu besoin. Je savais plus où était la place de mon désir. Je savais plus ce que c'était que ma sexualité, en fait. La grossesse, c'était une période où j'ai aimé mon corps et où j'ai aimé ce qu'il faisait, où j'étais waouh de ce qui se passait. Il y a une chose que chaque parent qui écoute pourra faire, c'est réparer pour pas transmettre ou pour pas projeter sur ses propres enfants. Ça a une vraie valeur de s'occuper de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Marie, Bonjour, comment est-ce que tu vas? au top. Il fait Super. beau, on a eu un petit chit-chat. C'est vrai, il fait hyper beau, donc franchement, ça fait plaisir. Là, je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais pour l'instant, on est fin mai et il fait très beau, donc c'est très sympa. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent? Avec plaisir. Je suis Marie. Je suis une femme cisgenre, blanche, perçue comme hétéro, puisque je partage ma vie avec un homme qui est à la fois mon ami, mon mari et le père de nos 2 enfants. Et dans la vie côté pro, je suis coach parental et en train de me former à devenir thérapeute. Trop bien. Très, très complet tout ça. Super présentation, très claire. Et c'est quoi tes passions dans la vie, ce que tu aimes faire? Alors, le voyage tenait une grande, grande partie de ma vie avant d'avoir des enfants. Ouais, C'est un peu moins le cas aujourd'hui. ouais, Et du coup, ce que j'aime dire aussi, ou penser en tout cas, c'est que maintenant, je voyage plus dans l'humain ouais. avec mon métier et avec mon rôle de parent. Mm. Donc, on va dire que ça reste autour du voyage, mais avec une déclinaison un peu différente ces dernières années. Ok, ça marche. Très intéressant. Alors donc aujourd'hui, on va parler de sujets un peu difficiles qui vont aborder donc les violences sexuelles, notamment les violences pédocriminelles. Donc si jamais il s'agit de sujets difficiles pour vous, pensez à vous préserver. Donc Marie, aujourd'hui, tu viens pour nous parler des traumatismes que tu as vécus quand tu étais enfant et la manière dont ça t'a conduit à réfléchir aujourd'hui ton propre rôle de parent. Donc pour qu'on comprenne un peu ce que tu as vécu, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment est-ce que tu as grandi? Dans quel Hmm. contexte? Oui, alors j'ai grandi dans un contexte en apparence plutôt traditionnel et plutôt stable. Mes 2 parents étaient et sont toujours en couple. J'ai grandi à Lyon, j'ai un frère plus jeune que moi, donc on est un peu la famille, tu sais, 2 enfants, une fille, un garçon. Ouais. Et matériellement, il y avait tout le confort nécessaire. Donc j'ai aussi grandi avec cette croyance et image de moi qu'en fait j'avais eu un peu l'enfance parfaite. Ouais, je vois. Et le trauma auquel tu as fait référence plus tôt, il s'est inscrit finalement derrière ces apparences et derrière cette famille un peu parfaite, ce qu'on appelle un style d'attachement. Tu sais, les styles d'attachement, c'est un peu la manière dont tu réagis à telle ou telle situation. Et depuis que je fais de la thérapie, je me rends compte que derrière la façade, il y avait finalement un attachement très désorganisé chez moi, Mm. qui m'a notamment mené et empêché de parler des agressions sexuelles que j'ai subies. Alors, il y en a une première que j'ai appris très récemment et dont je ne me rappelle toujours pas, mais parce que l'acteur des faits me l'a révélé il y a quelques mois, Ok. qui a précédé des agressions dont je me souviens, pardon, et qui ont lieu quand j'avais 8 et 9 ans en intrafamilial, puisqu'il s'agit d'un cousin, et qui ont inclus du viol, de la violence psychologique, le fameux secret, Mm. et beaucoup d'humiliation. Donc un gros paquet. Ok. Et tu nous parles d'un moment où tu as réalisé ce que tu avais vécu. Justement, toi, à quel moment tu as compris que tu avais vécu ces violences-là plus jeune? Alors, il y a plusieurs étapes. En fait, je crois que j'ai toujours eu en conscience que des images, des souvenirs, un malaise par rapport aux événements. Mais il y avait énormément de minimisation
Notamment, c'est assez systémique, hein, toute cette culture du viol et notamment quand c'est perpétré par des enfants ou des adolescents. En l'occurrence, moi, mon agresseur était un adolescent. Et du coup, j'ai très longtemps fait le raccourci clavier. On a joué à touche pipi, j'étais Mmh. consentante, etc. Mais ça, ce niveau-là, je l'ai toujours eu en conscience. Là où ça a vraiment pris sens et j'ai vraiment pris la mesure de ce qui m'était arrivé, j'étais devenue parent et j'étais en pleine fatigue, épuisement parental après la naissance de mon deuxième enfant. Et là, j'ai des images qui sont revenues, j'ai des sensations au niveau du corps qui sont revenues. J'avais commencé une thérapie dans le cadre de mon métier de coach parental. Et du coup, je suis allée plus profondément dans mon trauma et j'ai pris la mesure de ce qui s'était passé. J'en ai reparlé avec ma famille. Et là, j'ai raccroché un peu les wagons. Mmh. D'accord et du coup, est-ce que tu veux bien justement nous parler un petit peu de ce que tu as vécu comme type de violence quand tu étais plus jeune? En dehors de celles que j'ai citées, Bah, nous expliquer un petit peu, voilà, tu nous parles de quand tu avais 8-9 ans et hmm, cetera, d'un adolescent. Enfin voilà, si tu peux oui, nous réexpliquer un petit peu pour qu'on ait un peu de oui, contexte. c'était un adolescent qui partait en vacances avec nous. OK. Et qui partageait notre chambre avec mon frère et qui, une fois que mon frère était endormi, s'invitait dans mon lit et en fait faisait ses explorations et ses premières expériences sexuelles sans mon consentement Mmh. et en utilisant mon corps de petite fille, donc qui en plus n'était pas suffisamment un corps de femme pour lui et lui avait un corps d'adolescent, donc des réactions physiologiques tout à fait différentes, des intentions tout à fait différentes. Et il a fait tout ce qu'il avait envie de faire Mmh. avec mon corps pendant plusieurs soirs et 2 années de suite. OK, donc ça, c'était un adolescent, mais qui était pas dans ta famille, c'est ça? C'est techniquement le fils Ouais. d'un cousin de mon père. OK, ça marche et donc du coup, tu as vécu ces violences-là et est-ce que tu en as vécu d'autres en plus de ça, que tu Celle as dont appris je ne plus me tard? souviens pas, Ouais, elle aurait eu lieu à peu près 2 ans avant d'accord. et là, on parle, encore une fois alors là, c'est un autre cousin, OK. j'ai des super cousins, Oui, décidément. ouais, qui m'a avoué, il y a quelques mois, avoir, mis sa main dans ma culotte alors qu'on avait 7 ou 8 ans d'écart et donc que lui était, lui aussi, déjà, dans la puberté Mmh. et moi pas et de ça, je ne me souviens absolument pas. Ce qui entoure cette histoire et qui est aussi dramatique, c'est que, quand il m'a avoué ce qu'il avait fait, il m'a appris que mon père était au courant et ça m'a vraiment posé problème Mmh. par rapport à ma famille et à la confiance que j'avais en mes parents parce que, autant les premières agressions, j'avais l'impression que on essayait de réparer ça, j'essayais de faire mesurer à mes parents ce qui s'était passé et donc dans ce cadre-là, je leur posais beaucoup de questions et j'essayais de comprendre, en fait. Est-ce que dans la famille, il y a eu d'autres faits? Est-ce que moi, il y a d'autres, il y a ça s'inscrit dans d'autres choses? Parce que si tu veux et tu le sais très bien d'ailleurs, mais juste je le répète, quand il t'arrive ce genre de choses, le fait que ça t'arrive, ça peut être la faute à pas de chance, mais le fait que tu n'en parles pas et que tu te dises pas: «OK, alors ça, c'est pas normal, en fait, j'appelle de l'aide et je dis que ça va pas». Ça, par contre, c'est la manière dont tu t'es construit Mmh. ou construite et le fait que tu ne parles pas, ça, c'est un truc qui s'inscrit sur des événements qui ont pu avoir lieu avant. Mmh. OK. Et donc là, revenir auprès de mes parents, leur demander s'il y a d'autres choses dans la vie et dans ma vie qui s'est passée ou dans la famille qui s'est passée, avoir des non, non, non et apprendre qu'en fait, ils étaient au courant de cette première agression, hein, parce qu'une main dans une culotte et même un doigt, c'est un viol. Oui, clairement. Heu et surtout quand tu as 6 ans, il Mmh. y a quand même un truc qui déconne, quoi. Ouais, vraiment. Du coup, tu as dû le vivre un peu comme une trahison à ce moment-là quand tu as appris que, bah, en fait, il savait que quelque chose était Mmh. arrivé et qu'il t'avait pas protégée à ce moment-là? Alors trahison, je sais pas. Moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est de la confusion. Ouais. C'était vraiment ce truc de mais je suis en train de faire le taf, de comprendre mon histoire, de comprendre votre histoire aussi, ce qui a fait que à l'époque, parce que mes viols et les abus psychologiques, humiliation, etc., j'en ai parlé alors que j'avais 10 ans et ça n'a pas été pris suffisamment au sérieux. Il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de réparation, il y a presque rien eu, en fait, j'ai envie de Mmh. dire. Et du coup, c'est vrai que au-delà de la trahison, il y a eu une désillusion du parent dont j'aurais eu besoin, du Ouais. parent que j'ai eu et cette perte
d'illusion et d'espoir envers les personnes qui représentent ta sécurité, ça a été, ouais, je sais pas si c'est trahison, mais en tout cas, c'est Mmh. douloureux. Ouais, je vois. Et toi, à ce moment-là, donc quand tu as vécu les violences là qui ont duré Mmh, 2 ans, euh, qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour que tu n'en parles pas aussi à ce moment-là? mmh. Alors, c'est intéressant ta question, elle tombe à pic parce que j'ai récemment, justement, en thérapie, fait un lien entre, une scène dont je me rappelle avec ma mère, alors que j'ai à peu près 6 ans, donc du coup que je date d'avant mes agressions. Et c'est un truc qui n'a l'air de rien, une violence dite, d'éducation ordinaire, qui en fait a eu un énorme impact sur ce que j'ai pu me dire sur moi et sur le monde. La scène se passe dans un magasin de chaussures à la rentrée, tu sais, quand tu fais un peu ton plein, Ouais. et au moment de payer, le vendeur demande sa carte bleue à ma mère et moi je dis tout haut: «S'il vous plaît», parce qu'il avait oublié, tu vois, la formule de politesse et je prends une claque de ma mère et en fait, j'ai retravaillé ce truc-là en thérapie et je me suis rendu compte que ce que la petite fille que j'étais a pu se raconter, c'est: quand tu demandes du respect, tu prends une claque, en fait. Ouais. Donc l'incohérence de la scène, de la cause-conséquence, et tout a construit en moi et puis il y a certainement une accumulation d'autres scènes, d'autres détails, d'autres choses que j'ai vécues qui font que pour répondre à ta question, à 8 et 9 ans, ce que je me disais moi, c'est, soit je me raconte des films, soit j'en ai envie et du coup, si j'en parle, on va découvrir que j'en ai envie. Mm. Ou alors, vraiment aussi des trucs beaucoup plus fantasmagoriques, genre ça va détruire la famille, ou on va pas me croire. Le «on va pas me croire» évidemment, Ouais. il était très présent parce que cet adolescent, c'était un peu la star de la famille. Ça l'est toujours d'ailleurs, je pense. Mm. Enfin, en tout cas, dans les quelques échos que j'ai grappillés par-ci par-là. Donc il y avait tout ce truc-là. On va pas me croire. En fait, on va me dire que j'en ai envie ou on va me dire que j'exagère. Mm. Tous ces trucs-là, Ouais, qui était c'est déjà ultra intériorisé en fait à ce ultra, ouais, moment-là. exactement. Ouais. Et du coup, ta relation avec ce garçon en dehors de ces moments où il venait te faire du mal, Mmh. etc., est-ce que dans la vie de tous les jours, enfin, comment il se comportait avec toi? Il m'ignorait parce que j'étais un peu la plus jeune, tu sais, et c'est Mm. quand même un âge où, de mémoire, il était plus en recherche de contact avec mon père, avec les adultes, de me faire le mec cool et tout. Il n'était pas forcément très en contact avec moi le reste du temps, Mm. de Ok. mémoire, comme je m'en rappelle, ouais. Ok. Et ça s'est terminé comment du coup cette histoire? Parce que tu me dis Mm, que ça a duré 2 ans. mm. Qu'est-ce qui a mis fin à ces violences? Alors, aux alentours de mes 10 ans, une terreur absolue de repartir en vacances dans cette configuration-là. Donc j'ai fini par en parler à ma mère. Hem, qui, sur le moment et ça aussi ma mémoire elle me joue pas mal défaut sur ce qui a pu se passer donc je reconstitue aussi pas mal de choses par rapport à mes souvenirs et à mon travail. Ouais. Mais, je sais qu'elle m'a re-raconté qu'elle avait accusé réception, mais que c'était un matin avant de partir à l'école et qu'après on en avait reparlé tous les 3 avec mon père. De cette discussion-là, je ne me rappelle pas, par exemple, alors que je me rappelle lui avoir dit moi ce qui s'était Ouais. passé, mais je me rappelle pas de ce débrief avec mon père. Et ce qui m'a été raconté, c'est qu'à l'époque, je leur ai dit que je voulais plus en parler, que je ne voulais plus voir cette personne-là, et que c'est tout ce qui a été fait en fait. Mm. Alors que, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'aurais eu besoin d'aller voir un psy, j'aurais eu besoin qu'on me dise non, mais en fait, on va réparer tout ça. Enfin, c'est pas juste on ne le voit plus, c'est que c'est pas à toi de porter la charge de ce qui a été fait, Mm. la honte, le malaise. Enfin, on va faire plus en fait. Mm. Oui, parce qu'en Et fait, là, il n'y a rien qui a été fait du coup pour non, t'aider en fait. non. Alors, enfin, d'après mes parents, tu vois, ils se justifient en disant, bah, on t'a écouté, on t'a respecté ce que tu demandais, mais quand une enfant de 10 ans dit ça, faut Oui. voir le besoin bien autre, qui va bien au-delà de ça, quoi. Mm. Et tu sais si tes parents en ont parlé à la famille de cet adolescent, s'ils ont Non. essayé de... Ah, Non, je pas sais du tout. qu'ils n'en ont pas Ouais, parlé, pardon. ok. Mm. Ah ouais. Donc, Alors, à sa famille, à ses deux parents, si, mhm. mais je sais pas si ça a été, tu vois, enfin, c'est pas que je sais pas. Je sais que ça n'a pas été reporté comme ça s'est passé, Ouais. puisque plusieurs années après, il a eu besoin d'un logement. À ce moment-là, on habitait Paris. Il a eu besoin d'un logement à Paris. Et tout naturellement, mes parents l'ont invité. Ah ouais. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais en relation amoureuse avec mon premier amour qui a changé énormément de choses dans ma vie, qui a été très saine, un amour très sain et une relation qui m'a beaucoup portée. Et en fait, c'est lui qui s'est interposé et qui m'a dit, mais en fait, non.
Genre, d'après ce qui s'est passé, le mec n'a rien à faire chez toi. Et là, j'en ai reparlé à mes parents. Et pour le coup, avec mon statut d'adolescente et un petit peu, tu sais, l'énergie des Ouais. adolescents, j'ai mis plus de mots. J'étais plus en confiance parce que j'avais cette relation amoureuse aussi pour me soutenir. Et là, mes parents n'ont toujours pas pris la mesure ou la responsabilité de leur responsabilité par rapport à ces événements. Ils sont plutôt autoflagellés, genre ah oui, tu dois penser qu'on est des trop mauvais parents. Mm. Et en fait, quand tu te victimises, c'est dur d'être en colère. Enfin, Bah ouais, l'autre en c'est sûr. face, c'est dur d'être en colère. Et il y a pas eu beaucoup plus en fait. Mm. Sauf qu'effectivement, maintenant, il est hors de question que je le croise et que s'il y a des événements familiaux. Alors là, moi, je suis en rupture de lien avec ma famille, mais il y a encore quelques temps, s'il y avait un événement où il était présent, mes parents n'y allaient pas. Mais bon, enfin, tu vois, c'est un espèce de truc. Oui. Lui, il a jamais eu de conséquences sur Non, sa vie du tout, non. quoi. Ouais. Ok. Tout à l'heure, là, quand on a discuté, tu as évoqué le terme de violence éducative ordinaire, qu'on retrouve aussi sous l'acronyme VEO, du coup. Est-ce que tu peux expliquer ce dont il s'agit? Oui, les violences éducatives ordinaires, c'est en fait des comportements d'humiliation, de violence physique ou psychologique que une figure d'autorité prend sur un enfant et sous couvert plutôt de leur faire comprendre des choses ou pour leur bien ou d'éducation en fait. Hmm. Ok. Donc ça peut être physique, Oui, psychologique, tout à fait. ça regroupe tout ça. Ok. Euh, et toi, du coup, quand tu as vécu toutes ces violences-là, tu nous parlais... ah oui, c'était ça dont je... C'était ça. Tu nous as parlé de ton premier amour. Mhm. Comment est-ce que toi, tu as vécu le fait de te construire en tant que jeune femme, Ouais. le rapport à ton corps, etc. Comment est-ce que ça a été avec toutes ces violences que tu as vécues Ouais. avant? Oui, mon adolescence, elle a été très marquée par ces faits-là, notamment parce que même si l'adolescence est une période d'hypersexualisation, ou en tout cas de découverte de la sexualité, moi je pense que j'étais, mine de rien, dans l'hypersexualisation. Donc j'avais une appréhension de l'autre, quel que soit son genre, comme bah, pour que tu m'aimes, il faut qu'on ait un rapport sexuel. Mm. Et du coup, j'ai traversé l'adolescence avec cette croyance et ces comportements du coup dérivés de ça. Et cette relation, elle est venue casser ça parce que même si c'est quelqu'un qui avait déjà une sexualité active, c'était pas ce qui l'intéressait le plus chez moi. Et ça m'a pris complètement à contre-pied. Et il a ramené de la valeur à la personne que j'étais en dehors de mon corps et en dehors Mm. de nos rapports. Et ça a tout changé pour moi. Mm. C'est vrai, c'est intéressant que tu en parles parce que il y a ce truc des fois, enfin, on a tendance à croire, parce que c'est le cas chez certaines victimes, que des victimes de violence ont une aversion complète à la sexualité après, et ça arrive souvent. Mais il y a aussi, au contraire, comme Mm, toi, des victimes qui vont au contraire entrer dans une phase mm, d'hypersexualisation et du coup, ça peut être mal compris aussi mm, par certaines personnes qui vont du coup encore plus culpabiliser la victime en mode bah tout à fait. peut-être que tu le voulais finalement, peut-être que tu aimais ça, enfin donc c'est un peu horrible. Et c'est horrible, et en plus de ça, au contact de... Enfin, moi qui rentre de plus en plus au contact de mon trauma, qui en prend la mesure, qui travaille, j'ai aussi eu une période inverse. Mm. C'est cette période dont tu parles, où pour le coup, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière la sexualité et ma sexualité, tout ce qu'il pouvait y avoir de déviant par rapport à ce qui m'était arrivé, j'ai aussi eu des périodes de blocage, en fait, Mm. où pour le coup, bah là, je passais d'une libido à 10 000 à moins 10 000 Mm. et où c'était très perturbant parce que du coup, je savais plus où était la place de mon désir et de mon désir sain et je savais plus ce que c'était que ma sexualité en fait. Mm. La mienne, Ouais. propre à moi. Ouais, ouais, je vois. Et t'as été accompagnée justement sur toutes ces thématiques-là, de l'appropriation de ton corps, etc. T'as eu des suivis qui t'ont aidé sur le sujet? Très tardivement. Ouais. En fait, je dirais vraiment. Déjà, il y a eu ces deux expériences de grossesse qui ont, elles aussi, été très positives parce que tu parlais de l'image de mon corps, mais moi, j'ai toujours détesté mon corps. Mm. C'est-à-dire que bah, moi, je rencontre la sexualité à 8 ans et on me dit que j'ai pas un corps de femme, on me dit que je suis moche, que ça sert à rien, que bon, c'est juste parce qu'il y a personne d'autre qu'on me fait ce qu'on me fait.
forcément, tu te construis avec une bonne image de merde. Mm. Et la grossesse, c'était une période où j'ai aimé mon corps et où j'ai aimé ce qu'il faisait, où j'étais waouh de ce qui se passait. Et ça m'a énormément ouvert un champ d'amour pour moi-même et d'amour pour mon corps. Et après, en thérapie, c'est encore un travail actif chez moi, Ouais. mais la thérapie m'aide beaucoup. Mm. Et justement, tu parles du fait de tomber enceinte, de ce que ça Mm. t'a apporté de positif et tout. Il y a aussi certaines femmes qui expliquent que des fois, tomber enceinte, devenir parent, ça réveille d'autres traumatismes. Toi, ça, t'as eu aussi un côté un peu négatif dans le fait de tomber enceinte et est-ce que ça a réveillé des choses chez J'ai toi? eu des peurs. En fait, moi, avant d'avoir mes enfants, j'avais la croyance que je voulais des garçons. Et j'ai détricoté en thérapie que ce que je voulais, c'était élever des garçons qui seraient dans un meilleur état d'esprit et qui seraient mieux que Mm. mes agresseurs et mes parents ou ma figure paternelle. Et en fait, j'ai compris en ayant deux enfants assignés filles à la naissance qu'en fait, c'était aussi une très belle opportunité de mettre des badass dans la société qui allait pas avoir besoin qu'il y ait des meilleurs garçons. Enfin, ce serait cool aussi, mais qui Mm. allaient juste prendre leur place et qui allaient la prendre d'une autre manière. Ouais. Et justement, le fait d'être maman de fille, euh, comment est-ce que ça... Enfin, est-ce que tu as eu des angoisses aussi de te dire j'ai peur qu'il leur arrive la même chose que moi Oui, je les ai vus, Mm. ces angoisses-là, cette anxiété-là. Et en fait, très rapidement, par contre, je me suis dit, tu pourras pas les protéger de tout. En revanche, on va bosser à fond la communication et la confiance pour que quoi qu'il arrive, elles sachent qu'elles peuvent venir t'en parler et que elles sont pas toutes seules. Mm. Ok. Euh, et donc, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés particulières en devenant maman avec ce poids de ce que tu avais sur les épaules? Mm. Oui. Alors déjà, moi, j'ai eu des... Ah, j'ai le mot qui me... Des phobies d'impulsion. Ok, ah oui, ça c'est très intéressant Ouais. que tu en parles. Ouais, j'ai eu des phobies d'impulsion et c'est intéressant parce que le papa de mes enfants aussi. En fait, on Ok. avait tous les deux les premiers mois de notre aîné vraiment des trucs hyper forts. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est Les pour les phobies personnes qui d'impulsion, connaissent pas. en fait, c'est des pensées assez catastrophiques sur ce qui pourrait arriver à ton enfant ou ce que tu pourrais faire à ton enfant. Et je sais que, bah, par exemple, le père de ma fille, quand il la changeait, il disait: «Mais tu vois, parfois, ça me gêne de nettoyer sa vulve, de la voir nue, et cetera, alors que j'ai rien envie de faire», tu vois, genre, mais voilà, d'être au Mm. contact de ça, moi, c'était beaucoup. J'avais un peu, mine de rien, cette gêne aussi, mais c'était aussi bah là, je vais la jeter par la fenêtre. Ouais. Alors que j'ai compris après, en fait, c'est surtout l'hypervigilance qui est en action derrière parce que justement, tu as un niveau d'exigence pour toi qui est hyper élevé et que tu prends la mesure de la responsabilité d'un autre être humain. Et du coup, ça peut venir se jouer à cet endroit-là. Surtout que bah, moi, j'ai grandi vraiment avec le soi parfaite. Donc, du coup, être vraiment autant exigeante avec les autres qu'avec moi-même et que dans la parentalité, tout faire parfaitement, C'est c'est, impossible. c'est un ticket pour le burn-out. Et j'ai pris ce ticket-là. Donc, Ouais. oui, il y a eu des difficultés et il y en a encore, hein, ça vient encore me chercher souvent. Je suis sur un fil, Mm. je m'observe le faire, mais je sens que ça peut encore être présent à certains moments. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est intéressant de parler de phobie d'impulsion parce que moi j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an, je Mm, sais plus, j'avais vu ça en fait, un reel sur Instagram qui mm, parlait de ces pensées justement, c'était ce truc je vais jeter mon bébé par la fenêtre, je vais jeter mon bébé par la fenêtre et tout, et genre d'une maman qui expliquait, mais j'ai ça en boucle dans ma tête et je sais que je vais pas le faire, mais juste, je peux pas m'empêcher d'y penser. Et en fait, c'est ultra tabou parce que elle disait, j'ai l'impression que si je me confie là-dessus, on va vouloir me retirer mon oui, bébé en ouais, pensant que je vais lui faire du mal, alors que pas du tout. Et du coup, effectivement, je connaissais pas ça et j'ai mm, trouvé ça très intéressant d'en parler. Et tu parlais du burn-out aussi. Est-ce que mhm. tu peux nous dire quelques mots à ce propos-là? Oui, moi mon aîné, c'était un bébé qui avait du reflux, qui faisait de l'apnée du sommeil, et on n'avait pas les bons médecins dès sa naissance autour de nous, donc il y a eu beaucoup d'errance médicale. Qui a débouché également par des bilans autour de sa neuroatypie et de son autisme. Et donc, il y a des choses corrélées, d'autres qui ne le sont pas, qui se sont accumulées. Mais enfin bon,
on a quand même eu pas mal de difficultés, notamment au niveau du sommeil. C'est une enfant qui se réveillait entre 8 et 12 fois par nuit, donc on est à peu près Mm. toutes les 45 minutes à un Ah oui. réveil en hurlant et à un besoin d'intervention du parent. Enfin, elle se rendormait absolument pas seule. Donc le manque de sommeil, le fait aussi que les premiers mois, professionnellement, j'étais entre deux boulots. J'avais été licenciée d'une boîte qui avait fait faillite et donc du coup, j'avais pas repris une activité pro. Donc en fait, j'étais centrée aussi sur cette parentalité. J'ai explosé en vol. Parce que, bah, encore une fois, j'étais dans le répondre à tous ses besoins et du coup, j'avais aussi un manque de relais évident. Alors son père était là, mais à ce moment-là, on n'avait pas forcément de famille à côté, de personnes pour nous épauler, donc très très peu de relais. Et donc j'étais épuisée, autant psychologiquement que physiquement. Et il y a eu un matin où j'avais retrouvé un boulot dans l'intermède, mais il y a eu un matin où c'était impossible de me lever, de m'y rendre. J'avais qu'une envie, c'était de déposer mon enfant à la crèche et de Mm. ne rien faire en fait. Ouais, je vois. Et justement, comment est-ce que tu as réussi à gérer ces difficultés-là à ce moment-là? Mais là, du coup, l'armure du soi parfait et du fait tout toute seule s'est fissurée. Et là encore une fois, je vais revenir toujours à la thérapie. C'est un peu ma ligne rouge, mais c'est vrai que à partir du moment où je suis rentrée dans le burn-out, j'ai pu aussi accepter que j'y étais. Et en fait, bah, pour sortir d'un état, il faut y rentrer. Mm. Donc je suis rentrée dans cet inconfort-là et j'ai bossé en thérapie ma perception de la parentalité, les besoins de mon enfant, les besoins de mon couple, enfin, j'ai mis en perspective les besoins de tout le monde et j'ai identifié mes facteurs de stress, mes ressources et j'ai fait matcher les deux avec notamment bah, mon niveau d'exigence par rapport à certaines choses où je suis devenue un peu plus réaliste. Mm. Ouais, du coup, ça t'a permis quoi, cette thérapie? Ça t'a aidé à sortir de cet état de burn-out? Ça a été efficace? Oui, pour sortir du burn-out, oui. Après, la thérapie, moi, c'est vrai que je suis pas sur des thérapies courtes. Alors là, je suis tenue, pardon, de faire de la thérapie de par mon métier de coach parental, de par ma formation pour Mm. devenir thérapeute. Mais en vrai, moi, par rapport à mon histoire, mes traumas, et c'est pas le cas de tout le monde, je suis plus pro thérapie longue que thérapie brève. Donc, oui, je suis sortie du burn-out, mais oui, je fais toujours de la thérapie, et oui, c'est toujours utile, et Mm. je fais toujours énormément de prise de conscience. Ouais, ok. Euh, et donc, du coup, toi, ta prise de conscience sur toutes les violences que tu as vécues, je me rappelle plus, c'est arrivé à quel moment dans ta... T'étais déjà maman quand Oui, t'as... Ouais. Et du coup, ça a été lié, tu penses je pense, en fait, j'ai vraiment cette image de devenir parent à allumer la lumière dans une pièce. Et du coup, bah, tu vois ce qu'il y a dans la pièce, mais tu vois aussi les ombres. Et je pense que de réfléchir à la manière dont je voulais accompagner deux enfants m'a fait réfléchir à la manière dont j'avais été accompagnée, m'a fait prendre la mesure de la responsabilité parentale et de l'influence des parents sur les enfants. Parce que tous mes vieux schémas venaient en fait parasiter le parent que je voulais être. Et je vois que mes comportements ont un impact sur mes enfants. Donc c'est pas neutre et que ça a une valeur à les réfléchir et à assainir parfois certaines choses. Hmm. Et toi, du coup, ça a fait évoluer ton rapport avec tes propres parents aussi. Là, tu nous disais que Mm, tu étais dans une situation un peu de rupture mm. actuellement. T'en es où? On est en rupture depuis plusieurs mois et actuellement, j'ai pas d'envie de revenir vers eux. En fait, j'ai gagné beaucoup de liberté en arrêtant de m'astreindre à donner des nouvelles, à les voir. Et en fait, je pense que c'est peut-être qu'une étape et qu'ensuite il y aura peut-être réconciliation possible ou pas. Mais j'ai énormément questionné à quoi nous servent nos parents à l'âge adulte. Euh, de quoi on est obligé, de quoi on n'est pas obligé. Et la distance que j'ai avec eux actuellement me permet en thérapie d'aller travailler des trucs hyper profonds parce que bah il y a plus d'enjeu sur la relation en fait. Donc les moments où j'ai besoin de les détester, de dire ce que j'ai envie de dire, ça vient pas entacher une relation puisqu'il n'y en a pas. Ouais, Et finalement, ben ça me permet ça actuellement. ok. Et tu nous parlais d'un frère. T'es toujours Mm. en contact avec Oui. ton frère?
Oui, et c'est super intéressant d'être en contact avec lui. Je le remercie parce que c'est pas évident pour lui dans cette situation où tu as un membre de la famille qui coupe avec le reste. Bah, en plus, on est proche, donc évidemment que souvent on lui demande mais alors ta sœur, mais alors si. Donc, il n'est pas dans une situation confortable. Pensez à toi. Et c'est intéressant parce que lui avait commencé sa thérapie bien avant moi. Lui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc, tu vois, on est dans des chemins qui sont Ouais. complémentaires. Et on a grandi ensemble. Donc, en fait, ses traumas, ils font écho aux miens. Et la prise de conscience de mes traumas lui amène aussi de l'eau à son moulin dans sa propre thérapie. Donc, c'est pas très gai tout ce que je te dis, mais en vrai c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que du coup, lui aussi a vécu des traumatismes, des violences quand il était petit. Alors, les violences éducatives ordinaires, oui. Ouais. On était éduqués par les mêmes personnes et dans le même environnement. Après, c'est vrai que ça, du coup, ça va concerner son intimité, mais il y a des choses, effectivement, qu'il questionne aujourd'hui en termes d'expérience et de violence dont il n'aurait pas pris la mesure non plus. Mm. Et mon histoire l'aide aussi un peu Oui. comment t'appelles ça, là, les photographies En en miroir. miroir ou Ouais. en négatif, tu vois. Oui, je vois. Ça lui Ça, permet ouais, oui. de prendre conscience que peut-être qu'il y avait des choses qu'il a Mm, pas captées à ce moment-là qui en fait c'est étaient ça. problématiques. Ok. Euh, et quand tu t'es confié à lui justement sur ces violences-là, est-ce que tu lui en avais parlé quand vous étiez quand tu étais très jeune là et que tu en as parlé à tes parents, tu lui en avais parlé à lui aussi ou pas à ce Alors moment-là? c'est une bonne question parce que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a pris conscience de ce qui se passait. Mm. Ça fait partie de son trauma vu qu'il était dans la pièce. Ouais, Donc c'est sûr. c'est un truc dont il faut qu'il prenne la mesure aussi, c'est que même s'il dormait, il y a beaucoup de choses que le corps enregistre Mm. et capte. Donc ça fait aussi partie de son trauma et ça, il a tendance à le minimiser parce qu'il se dit que c'est moi la victime, mais c'est une victime collatérale super forte. Ouais, clairement. Et en plus de ça, chez lui, a pu s'activer aussi un peu le syndrome du sauveur de bah, si j'étais restée réveillée, il te serait pas arrivé ça, donc c'est Ouais. aussi ma faute, Ouais, il etc. doit y avoir une culpabilisation. C'est ça, mais qui n'est pas juste pour lui Mm. parce que Bah oui, clairement. c'est pas à lui de porter ça, mais oui, ça fait écho. Les victimes, il y a aussi des victimes collatérales Mm. un peu partout. Ouais. Et pour revenir sur les violences éducatives ordinaires, là, tu nous donnais cet exemple de claque là, que tu Mm, avais eu quand tu étais petite. Tu as d'autres exemples de mm, violences que tu as pu vivre? Parce que je pense que c'est important d'en parler pour faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent que bah, des fois, il y a des comportements mm. que des parents reproduisent envers leurs enfants parce qu'ils ont eux-mêmes vécu ça et qui en fait sont juste pas normales. Oui, Donc si tu veux bien nous éclairer un peu de oui, ton carrément. savoir. Alors, je vais mettre un petit prélude qui est hyper important. C'est qu'en fait, la différence que tu peux faire, t'arrêter de reproduire ce que tu as eu quand tu étais enfant, du jour au lendemain, et sans thérapie avant d'avoir tes enfants, c'est compliqué. En revanche, il y a une chose que chaque parent qui écoute pourra faire, c'est réparer. Et c'est en gros, si tu as déconné ou que tu as fait un truc que tu regrettes, aller réparer dans la relation avec ton enfant et lui expliquer que c'est pas ça que tu voulais faire, qu'il a dû avoir super peur, super mal, et que tu aimerais faire autrement et que tu vas chercher les moyens de faire autrement. Et c'est ce que je fais avec mes enfants, parce qu'il m'arrive aussi de déconner, en fait, encore, toujours, même en étant coach parental. C'est important de le dire. Euh, toutes ces choses, c'est donc on a donné un peu la théorie, c'est les violences physiques, humiliation, etc. Je sais que moi, ce qui m'a énormément travaillé, c'est la violence contenue de mon père. C'est-à-dire que je me rappelle pas de claques de sa part. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je m'en rappelle pas. En revanche, je me rappelle de ce que j'appelle le regard qui tue et de vraiment ce regard qui te glace et qui te donne envie de disparaître et où en fait il contenait la violence. Elle sortait pas forcément par des gestes, etc. Mais avec d'autres éléments, j'ai pu recouper son regret d'être devenu parent. En tout cas, d'être devenu parent à cet âge-là, dans ce contexte-là, il suivait un peu sa ligne toute tracée. C'est pour ça que je trouve formidable les gens qui disent «Moi, j'ai un désir de non-enfant». Parce qu'en fait, c'est génial, tu vois, de pouvoir vraiment réfléchir si c'est Mm. ça que tu as envie de faire ou pas. Et, euh, et vraiment, donc j'ai le regard qui tue de mon père avec toute cette violence qu'il avait, où il avait envie de me détruire, de me tuer. Je pense qu'il y a des moments où j'étais vraiment une sous-merde pour lui, quoi. Mm. Il y a tout ce qui va être priver l'enfant de les punitions ou priver l'enfant de certains avantages. En fait, souvent, on se dit ouais, ça va lui apprendre. Donc, si il fait pas ça, s'il coopère pas avec moi, enfin,
coopérer, c'est déjà un peu élaboré. S'il fait pas ce que je lui demande, on n'ira pas au parc. En fait, quand tu fais ça, le besoin de l'enfant, c'est avant tout, c'est le lien. On est des êtres, les êtres humains, biologiquement, on est fait pour le lien, on est des animaux sociaux. Et l'enfant envers son parent, ce qui lui remplit son réservoir pour pouvoir ensuite répondre aux règles de la vie en général, c'est le lien avec le parent. Donc si tu prives l'enfant d'une sortie au parc parce qu'il n'a pas mangé ses haricots verts, tu es dans une punition qui est complètement décorrélée à ce que t'attends de l'enfant, et t'es pas en train de, tu l'accuses et tu lui mets une culpabilité, tu lui mets une carotte, alors que derrière, on gagnerait énormément à dire, voilà, moi je suis ton parent, je suis responsable que tu aies une alimentation équilibrée pour ta santé. Je vais trouver comment faire pour te faire manger des fibres. Et si c'est pas des haricots verts, ce sera des courgettes. Peut-être, si tu as le choix entre l'un ou l'autre, ça sera plus facile pour toi. Donc c'est vraiment d'aller à chaque fois que nos parents, ils ont jugé nos comportements et sont pas allés chercher le besoin derrière, et ben finalement, il y a un frottement, il y a une situation de dominant-dominé qui est venue abîmer la relation et qui est pas au service de la construction de l'enfant. Mm. Et c'est dur d'être parent et d'enquêter sur les besoins de nos enfants. Parce qu'ils en ont, mais des tonnes. Avoir des enfants, c'est un boulot, un métier, quoi. Un vrai Ouais. métier. Ok. Et justement, il y a un peu ce truc de, pour beaucoup de personnes, justement, bah, passer dans ce qu'on peut appeler une éducation positive. Je sais pas si ça va avec, du coup, le fait, quand il n'y a pas de VEO, on parle d'éducation positive. C'est un raccourci clavier qui est un peu Ouais. dommageable en ce moment, parce que tu as beaucoup de débats, Bah justement. ouais, c'est ça. Bah si tu peux en parler un petit peu, Oui, justement. en fait, l'éducation dite positive, c'est à l'origine, hein, on n'en a pas fait ça. Aujourd'hui, on en a fait un truc marketing hyper exigeant pour les parents, ou parfois même on oublie les besoins des parents. Mm. L'éducation positive, c'est de porter un regard positif sur l'enfant et les besoins de l'enfant versus la psychanalyse freudienne qui va voir l'enfant comme un être qu'il faut mater, un être pervers dont il faut détourner les pensées pour le mettre dans le droit chemin. Positif, c'est simplement voir l'enfant comme quelqu'un qui a de l'empathie, comme quelqu'un qui a des besoins et comme quelqu'un qui vient au monde avec des capacités et avec lesquelles tu peux travailler, mais aussi qui voit l'enfant comme un être humain qui n'a pas encore toutes ses capacités cérébrales. Et ça, pour le coup, la neuroscience, donc des trucs très très factuels, le montre. L'enfant, son cerveau, on est les seuls animaux qui naissons avec un cerveau immature. Parce que pour que notre cerveau soit mature, ça passerait pas physiologiquement, ça passerait pas par le bassin d'une femme. Donc du coup, il y a des choses dans le cerveau, et notamment entre 0 et 6-7 ans, énormément de choses qui se passent. Mm. Et dans cette période-là, notamment la gestion des émotions, elle est super compliquée parce que l'enfant, il est son émotion, il vit le truc à 10 000%. Et donc, tu as des scènes hyper, hyper clichés de l'enfant qui se roule par terre dans un supermarché parce qu'il a vu des bonbons. C'est vraiment la frustration qu'on lui dise non, elle est vécue en direct et sans filtre et sans capacité de s'inhiber. Donc, ce qui fait que toi, ton patron, tu vas pas lui dire va te faire foutre, c'est que tu as dans le préfrontal un petit bouton où tu peux différer et attendre d'être en bas au bar avec tes potes et de dire il m'a fait chier toute la journée. L'enfant, il n'a pas ça, tu vois. Ouais. Mais si tu as pas cette grille de lecture-là, si tu n'as pas les outils en face pour faire autrement, et si tu as toute ton histoire et tes traumas et tes profs VO, c'est c'est une mission hyper compliquée. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, enfin, quand on leur parle, voilà, d'éducation dite positive, de contrer les violences éducatives ordinaires, etc., qui disent non, mais en fait, du coup, on peut plus punir ses enfants, on est obligé de. Après, on se retrouve esclave de ses enfants. Enfin, il y a Mm. vachement de personnes qui. Enfin, moi, je vois passer des trucs des fois sur les réseaux de personnes qui disent ça. Comment est-ce qu'on éduque les gens, en fait, à leur Mm. expliquer que, bah, il y a un juste milieu. Enfin, Mm. voilà. Comment est-ce que tu répondrais à des gens qui te disent ça? Bah, ma réponse, elle sera plutôt longue et pas immédiate, mais ces personnes-là, j'aimerais les inviter à se mettre au contact de ce qu'elles ont vécu elles et à vraiment sentir ce qu'elles ont vécu quand elles étaient dans la position de l'enfant. Quand tu te remets au contact de cet enfant-là, qu'on a humilié, qu'on a tapé, qu'on a ci, qu'on a là, tu peux pas le refaire en fait. Tu sais à quel point ça fait souffrir, et tous les parents, même quand ils punissent, même quand ils crient, leur visée première,
c'est le bien de l'enfant. Ils veulent que l'enfant en société il soit bien, ils veulent qu'il réussisse à l'école. Enfin, toutes ces intentions-là, c'est plus changer la manière d'arriver au même objectif. Et pour ça, il faut qu'ils prennent soin d'eux. Il faut qu'ils prennent soin de l'enfant qu'ils étaient et qu'ils réalisent tout ce qu'ils ont subi et ce que ça leur a fait, l'impact que ça a eu. Parce qu'en fait, quelqu'un qui punit, quelqu'un qui tape, c'est quelqu'un qui se coupe en fait. Et qui prend une méthode et qui calque une méthode qu'il a connue et qui s'est pas connecté vraiment à lui-même et donc il peut pas se connecter à son enfant. C'est compliqué. Mm. Ok. Et justement, du coup, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui marche? Par exemple, il y a ce truc de bah, ne plus envoyer son enfant dans sa chambre s'il fait Mm, une crise, tu vois. Qu'est-ce que mm, tu recommanderais, toi, par exemple, s'il y a un enfant qui fait une crise et les parents vont avoir le réflexe de bah, va dans ta chambre, mm. calme-toi. Ouais, gérer leur stress. Un parent qui crie, qui tape, qui humilie, c'est un parent qui est sous stress. Il est stressé et très souvent les parents, je fais une généralité, mais très souvent les parents sont stressés parce qu'ils vont être à la recherche d'une solution. Genre, oh mon Dieu, il crie, il fait du bruit, il pleure, il est pas bien, solution. Ils veulent que ça s'arrête en fait. Ouais. Donc l'image qu'on prend souvent, c'est en coaching parental, c'est qu'ils veulent mettre le couvercle sur le lait qui bout alors qu'ils gagneraient à éteindre le gaz. Ouais, je C'est un vois. peu la différence et la subtilité. Et c'est vraiment se dire, quand mon enfant il fait une crise, c'est pas ma faute. Il est en train de vivre une émotion, son cerveau il est immature, il explose. Il se passe un truc pour lui. Et donc décorrélé de il se passe un truc pour moi, j'ai envie que ça s'arrête, mon Dieu, c'est horrible. Mm. Donc il y a la gestion du stress, la dépersonnalisation de la crise. La crise n'est pas l'enfant non plus, c'est pas parce qu'il en fait une que toute sa vie il va faire des crises pour rien. Pour pouvoir être présent à l'enfant et pas forcément chercher une solution. Et parfois dire, ok, là, je vois, il se passe quelque chose pour toi. Et t'as plus les mots. Donc t'exploses, tu cries, tu pleures. Bah, je suis là. Je vais t'empêcher de faire du mal à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on sécurise la zone et je fais le pompier. Et à un moment, l'enfant, quand il a laissé son corps exprimer ce qu'il avait exprimé, quand il a hurlé, vous allez voir que ça, à un moment, ça redescend. Il va peut-être même se mettre à pleurer. Et là, on propose le contact, on propose le câlin, on propose si l'enfant est verbal et qu'il parle, on propose de reparler de ce qui s'est passé. Et on cherche en fait, on écrit un peu notre mode d'emploi de famille ensemble sur, bon, ok, donc cette situation-là peut amener ci, ou là, il s'est passé ça, ça t'a amené ça. On l'amène à sentir en fait et à mettre en contact son comportement avec une émotion, parce que l'étape d'après, c'est l'expression du besoin. Et quand on est suffisamment au contact, eh ben, nos besoins, on les exprime aussi d'une manière plus ajustée. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie de je veux être coach parental? C'est quoi qui Mm. t'a décidé à faire cette reconversion professionnelle? Avant d'être parent, j'imaginais que je serais coach en entreprise. Je me disais, ah, alors je suis trop jeune pour le faire maintenant, mais j'aimerais bien être coach plus tard en entreprise. Et en devenant parent, euh, bah, j'ai une fille qui est dans le trouble du spectre autistique et aussi avec un trouble de l'attention et en hyperactivité. Du coup, toutes mes techniques de parentalité dite positive que je lisais dans les bouquins ou que j'écoutais dans les podcasts ne fonctionnaient pas. Et je me suis mis à chercher vraiment le moyen de faire au mieux avec elle, avec ce dont je disposais. Et la formation de coaching parental que j'ai faite dure 3 ans, donc c'est quand même une grosse implication, mais elle était encore compatible avec mon emploi. Je me suis dit, je vais la faire pour devenir un meilleur parent. Mm. Et en fait, en démarrant cette formation-là, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais, que j'étais dans, et je le dis vraiment avec le plus d'humilité possible, j'étais dans mon don. Tu sais, le fait que chacun ait un don et une zone de génie, la zone où il n'y a pas forcément besoin d'efforts pour arriver à un truc super cool. Et je me suis rendu compte que vraiment dans la relation, dans l'écoute et dans le soutien émotionnel, eh ben, j'aimais le faire et j'avais un impact positif sur les personnes avec qui je le faisais. Donc je me suis dit, bah, ça s'aligne en fait, ce serait cool même d'en vivre et de payer les factures avec ça. Mm. Donc c'est ça qui m'a amené à devenir coach parental. Ok. Et du coup, c'est un métier que tu apprécies au quotidien, comment est-ce que les parents, du coup, viennent vers toi? C'est quel type de parent Mm. qui vient vers toi en général? Alors, il y a certains coachs parentaux qui vont se centrer sur une thématique ou sur un âge. Moi, je fais vraiment du désir de grossesse à la fin de l'adolescence parce Ok. que j'ai vraiment la sensation que
toutes les parts de notre vie, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Et je vais plutôt me centrer sur cette identité de parent. Comment est-ce que tu intègres cette identité de parent dans ta vie? Ça peut te challenger à plusieurs endroits. Les couples qui ont du mal à procréer, bah, ça vient les chercher sur qui ils sont, comment ils vivent ces difficultés-là. Les parents vivent des deuils périnataux aussi. Les parents qui font un burn-out parental quand leurs enfants sont jeunes, mais ils peuvent aussi en faire quand ils sont adolescents. Ou toutes ces questions de je suis pas le parent que j'aimerais être, mon enfant il est comme ça, j'en peux plus. Moi, je suis finalement très focalisée sur le parent, même si je le dis pas forcément ouvertement. Et que souvent les parents, c'est leurs enfants qui les amènent à moi. Oui. En mode, ah, mon enfant il fait ça, je veux comprendre. Et puis, bon, finalement, on comprend que c'est pas tant l'enfant qui porte un symptôme, mais c'est que soit il y a un petit bout qui manque dans la compréhension, soit il y a effectivement des échos avec leur propre enfance qui viennent les parasiter. Mm. Et ils me trouvent. Ta question, c'était comment ils me trouvent? Ouais. Alors moi, j'ai un compte sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet, et je pense que je touche pas mal de parents qui sont un peu sensibilisés, qui lisent des livres sur la parentalité, qui écoutent des podcasts et qui du coup cheminent, cheminent jusqu'à moi. Ok, bah on mettra les liens dans la description, en tout cas si ça intéresse des parents qui nous écoutent. Tu fais des consultations, on appelle ça comme ça? Oui, c'est ça. Donc tu fais des consultations juste à Nantes ou t'en fais ailleurs? En fait, je l'ai fait essentiellement en visio. Ok. J'ai des parents qui sont à La Réunion, aux Mm. États-Unis, j'en ai de partout. Et j'en ai aussi à Nantes. Mais tu Ok. vois, statistiquement, ils sont moins souvent à Nantes qu'en visio. Ok, ça marche. Bon bah c'est bon à savoir pour les personnes qui nous écoutent si elles ont besoin. Voilà, c'est très très pratique. Euh, Est-ce que toi justement t'aurais aimé prendre conscience des... Enfin, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour toi de prendre conscience des violences que tu avais vécues toi enfant avant de devenir maman? Oh oui. Oui, oui, oui. Je porte encore, hein, j'y travaille, mais je porte beaucoup de culpabilité à pas l'avoir fait avant. Je comprends pourquoi je l'ai pas fait avant, j'avais pas. Mais oui, j'aurais préféré parce que faire une thérapie, quand tu as des traumas, ça te puise une énergie de dingue. Ça t'amène à avoir des besoins, en tout cas ça m'amène, je vais parler pour moi, à des besoins d'intériorisation qui sont forts. Et donc quand tu as des jeunes enfants qui sont à un âge où ils te sollicitent beaucoup, où ils te demandent beaucoup, et que toi tu bosses avec ton propre enfant intérieur sur ce qui t'est arrivé, parfois ça peut vraiment être challenge. Et Mm. j'aurais vraiment aimé pouvoir décorréler les deux. Ouais, je vois. Et ce serait quoi ton conseil pour des personnes qui ont peur justement de devenir parents parce qu'elles se disent non mais moi enfin j'ai eu une mauvaise relation avec un de mes Mm. parents ou j'ai vécu des trucs quand j'étais enfant, etc., qui font que j'ai envie de devenir parent mais j'ai hyper peur de reproduire malgré moi des trucs. Ce serait quoi Mm. ton conseil? Déjà, d'accueillir cette question avec énormément de bienveillance, c'est une question qui est hyper positive, qui est super intéressante et que j'aurais aimé me poser. Et ensuite, je pense d'aller détricoter ce qu'il y a derrière. Parce que là, tu vois, quand tu le dis, il y a le oui, mais. Et du coup, bah, comment est-ce que tu alignes ton désir et comment tu décorrèles en fait ton histoire et ta relation avec tes parents de ta relation avec tes futurs enfants. Mm. Donc, je vais répéter, mais je pense que je vais aller sur la thérapie. Ok, ça marche. La thérapie est une bonne solution pour beaucoup Ouais, de problèmes. pour pas mal de choses. Ok. Avec le recul, si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu le ferais? Et si tu changeais quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Oh, elle est dure cette question. Tu peux y réfléchir un peu si Hum, tu veux. je pense que... Non, elle est dure parce qu'elle amène de l'émotion. Je pense que si j'avais les moyens, effectivement, de me rendre compte à quel point j'ai des traumas, oui, j'aurais aimé avancer plus en thérapie avant d'avoir des enfants. Mm. Parce que vraiment, tout ce qui déconne dans ma relation avec mes enfants, je pense, aurait carrément pu être évité ou moins intense, être moins Ouais, intense. Donc, oui. ok, je vois. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vas par rapport à toutes ces épreuves que tu as vécues dans ton enfance, etc., dans ton rôle de maman, Mm. etc., comment tu vas? C'est pas, c'est pas stable. Il y a des hauts et des bas. Je touche quand même, grâce à mon travail thérapeutique, à la fierté de faire ce travail.
de prendre ma responsabilité. C'est vraiment mon phare, c'est ça. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où effectivement ça va pas, je me rappelle que déjà je suis au contact que ça va pas, alors qu'avant j'étais en mode tout va bien Ouais. et que c'est quand même quelque chose. Et j'ai aussi plus de ressources maintenant, des ressources humaines et des ressources, des outils, tout un tas de choses. Donc, c'est pas stable, mais en revanche, c'est des belles opportunités de se remercier, de se dire lâche rien, ça va le faire. Et c'est quoi tes projets, tes envies pour plus tard? Alors là, mon gros projet, c'est quand même de compléter le métier de coach parental par un métier de thérapeute, puisque justement, le coaching parental, en fait, permet d'améliorer énormément de choses dans la relation. Mais la vie a fait, tes clients n'arrivent pas par hasard, que beaucoup de clients arrivent aussi avec une part traumatisée. Et cette part-là, aujourd'hui, je la prends pas en charge dans le coaching parental. Je travaille vraiment sur le présent, sur la relation Mm. parent-enfant, pas sur l'enfant qu'ils étaient. Du coup, mon gros projet, parce que je suis dans une formation encore qui est longue, le métier de thérapeute, pour moi, j'y mets un sens éthique et une importance à être formé correctement, une exigence très haute par rapport à ça. Donc, je ne pourrais pas recevoir en consultation de thérapie avant 3 ans. Et ça, du coup, c'est mon gros morceau, c'est de pouvoir aussi avancer, en ayant avancé sur mes traumas, aider d'autres personnes à avancer sur les leurs. Ouais, trop bien. Puis comme ça, du coup, ça complète vraiment. Enfin Oui, voilà, les personnes qui sont en coaching parental avec toi exactement. peuvent aussi discuter Mm. après plus pour eux au final. Ok. Et qu'est-ce que tu voudrais faire comprendre aux personnes qui ont du mal à saisir ce sujet sur le sujet justement des violences subies en tant qu'enfant, de la parentalité qui vient ensuite. Pour toi, qu'est-ce qui est important à retenir? Sur les violences faites aux enfants. Ouais, et puis le fait de devenir parent après en Ah ayant oui, subi ces ce lien-là violences. entre Ouais, les violences sexuelles subies enfants et ouais, c'est ça. bah, le lien, c'est vraiment moi l'enfant que j'étais et toutes les fragilités que ça lui a amené, les difficultés à se faire confiance, à faire confiance au monde, cette sensibilité à l'enfance et au rapport avec les adultes en fait. C'est se dire pour pas transmettre ou pour pas projeter sur ses propres enfants, ça a une vraie valeur de s'occuper de soi. Ok, et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui ont peur de ne pas voir quelque chose chez leur enfant, de pas voir que leur enfant est dans une situation de détresse, que Mm. l'enfant a besoin d'aide, etc., etc. Ce serait quoi les signes à repérer? Comment est-ce qu'on peut prévenir les violences? Mm. Hem, alors c'est vrai que dans l'anticipation, construire une relation de confiance avec son enfant et avec du coup tout un tas de petites choses, encore une fois de la naissance à la fin de l'adolescence, il y a plein de choses en dehors des événements violents, tu vois? Juste dans le quotidien en fait, juste tous ces petits trucs-là qui font que ton enfant il te parle, que ton enfant il a confiance, que tu es heureux ou que tu es bien avec ton enfant. Mm. Ça c'est un réservoir, c'est du carburant pour la suite. Et ensuite, si vraiment il y a un doute raisonnable sur ce qui s'est passé, c'est vraiment observer tous les changements un peu radicaux des comportements de l'enfant, que ce soit des comportements alimentaires, des comportements affectifs, le fait de moins parler, le fait de plus se cacher si on n'est pas à un âge où la pudeur arrive, parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi être... C'est Mm. difficile en fait de faire la distinction entre Ouais, ce c'est qui sûr. est naturel ou pas. Et c'est travailler sa disponibilité. Sa disponibilité et faire baisser les enjeux. Si tu me parles, je t'aimerai toujours. Je vais pas te gronder, je vais pas te juger. Enfin, c'est vraiment baliser la sécurité aussi, sa disponibilité et la sécurité qu'on renvoie à l'enfant pour qu'il puisse se saisir de ça. Mm. Et pas qu'on soit en recherche et en enquête qui pourrait être contre-productive. Ok, très intéressant, merci. Du coup, pour finir, Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel, c'est donc une notion d'espoir forte. Toi, quelle serait la notion positive, inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui? Voilà, un mot, une phrase sur laquelle tu voudrais terminer cet épisode. Je dirais réparation. C'est que on a chacun, chacune la capacité de se réparer, sans forcément que les autres aient besoin de le faire, et, euh, et que la réparation,
Elle permet de faire baisser la pression aussi sur le fait d'être parfait. Être suffisamment parfait, c'est réparer. Donc, ouais, la notion de réparation. Très bien, c'est très intéressant. On me l'avait jamais dite celle-là, donc je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup Marie, en tout cas d'être venue raconter ton histoire. Merci d'avoir écouté. Bah, avec plaisir. C'était très intéressant, je trouve, bah, de comprendre ce que toi t'as vécu quand t'étais petite et comment est-ce qu'au final Mm. ça t'a conduite à finalement toi-même aider à réparer des choses qui ont pu mettre des enfants en souffrance et du coup des adultes après. C'est clair. Voilà, donc je trouve que c'est un peu la boucle est bouclée en fait. Génial. Donc c'est très intéressant. Donc merci beaucoup. Et puis je pense que ça va aussi pouvoir permettre à des personnes le fait d'aborder les sujets de violence éducative ordinaire et tout ça. Je l'avais jamais abordé encore sur mon podcast. Donc je pense que ça va pouvoir aider certaines personnes. Et puis du coup, bah, je mettrai tes informations en description s'il y a des parents qui ont envie de rentrer en contact avec toi. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi. Avec plaisir, merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Et vous pouvez également vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!